Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être venus à cette petite table ronde sur les critères de recrutement dans les métiers autour des big data. Je vais commencer tout simplement par me présenter du coup les intervenants de cette table ronde. Je ferai une petite introduction et puis après je leur poserai quelques petites questions pour animer un peu le débat. Mais n'hésitez pas à intervenir, à couper la parole, enfin à être tout de même un peu respectueux, mais essayons de poser des questions de façon interactive. Le but, c'est que ce soit un échange avec vous, que ce soit pas uniquement 4 personnes qui parlent de leur vie et de leur expérience, mais que ce soit finalement à destination de vous. C'est principalement pour que vous puissiez savoir si ces métiers-là vous intéressent, quels sont les critères, etc., etc. Du coup, pour ma part, je m'appelle Gaëtan Constant, je suis diplômé de l'école Polytech Lyon et en spécialité mathématiques appliquées et modélisation. Et je me suis orienté dans une carrière autour des métiers de la data science, autour des métiers des problématiques big data, donc volumétrie de données, etc., management de la donnée. Et je suis dans un cabinet de conseil qui s'appelle Datalio, donc un cabinet de conseil spécialisé dans le management de la donnée, dans l'analyse des big data et dans la business intelligence, donc basé sur Lyon. Et au niveau des différents participants, j'ai Alice Bérolet, qui est chargée de recrutement chez Kerus. Je les laisserai après faire une présentation plus grande de leur métier. Mazer Yanis de chez Worldline et Pauline Billet, chargée recrutement chez SK. Donc voilà pour les présentations qui sont faites. Au niveau de la petite introduction, donc autour du grand phénomène de mode, le big data. Alors, aujourd'hui, juste parce que on parle statistique, on parle un peu de chiffres, pour la petite introduction, en une minute aujourd'hui, c'est 4 millions de recherches Google, 4 millions de likes qui sont faits sur Facebook, 400 000 tweets qui sont réalisés également sur Twitter. Donc un avènement du numérique, du digital, un avènement, une croissance finalement du volumétrie de données, mais pas que, une croissance du type de données, avec une variété qui va différer, une rapidité dans l'exécution. On va essayer de tendre vers finalement une sorte de temps réel, entre guillemets, au niveau du traitement de la donnée. Et ces problématiques-là sont des problématiques à la fois pour les utilisateurs, mais aussi sont des problématiques pour les différentes entreprises qui veulent faire du traitement de données, de l'analyse de données. Et là, je les laisserai après détailler leur activité et ce qu'ils peuvent faire autour de l'analyse de données. Du coup, on parlera aussi, je fais la petite introduction pour vous spoiler un peu les différents détails de cette table ronde, mais on va parler des différents types de profils. Qu'est-ce que finalement, et je pense que c'est quelque chose qui vous intéresse, parce que c'est quelque chose qui m'intéressait il y a 2-3 ans quand j'étais étudiant. Qu'est-ce qui intéresse aujourd'hui les entreprises? Quel profil elles souhaitent recruter? Parce que c'est un des enjeux finalement de la vie d'étudiant vers la fin, quand on cherche un stage, quand on cherche un premier emploi. Quel type de profil elle cherche, quel type de compétences aussi, qu'est-ce qu'il faut savoir, quelles sont les problématiques qu'il faut savoir démêler, quelles sont les problématiques, est-ce qu'elles sont complexes, de quel type elles peuvent être. On va essayer de parler, on va voir comment elles arrivent, les entreprises d'aujourd'hui, à passer d'une analyse qui était plutôt déductive, c'est-à-dire qu'on faisait un constat, on faisait un bilan d'une gestion de stock, un bilan d'une consommation des achats, et un bilan d'un trafic sur un site web, à une analyse plus prédictive. Normalement, si vous vous intéressez aux questions du big data, c'est quelque chose qui peut ressortir. Et du coup, aussi, on parlera peut-être de quels sont, au niveau des profils que vous cherchez, quelles sont aussi les cohérences d'équipe que vous essayez de mettre en place dans vos différentes sociétés, quelles sont les compétences que vous essayez de mélanger. Est-ce que vous préférez avoir une personne qui est méga forte en informatique, en mathématiques, en business, ou est-ce que vous voulez avoir 3 personnes qui ont leur élément de réponse sur ces différentes problématiques? Et j'ai déjà passé beaucoup de salive, alors je vais laisser la parole aux différents intervenants en posant une première question. Du coup, présentez-vous,
parler de votre société, c'est le moment un petit peu pub, mais parler de votre société. Finalement, quels sont les changements que vous détectez dans le monde d'aujourd'hui? Quels sont les changements dans vos modes de fonctionnement et qu'est-ce que vous souhaitez mettre en place pour la gouvernance des données? Donc, voilà, la parole à vous. Bonjour, donc moi je suis Pauline Billet, je suis chargée de recrutement chez Esker. On est un peu atypique par rapport aux deux autres, parce que nous on est un éditeur de logiciels lyonnais, on existe depuis 30 ans. On a été créé par un ancien de l'INSA et en fait ce qu'on fait, c'est qu'on fait de la dématérialisation de documents. Donc ça peut paraître un terme barbare, mais globalement on va permettre à nos clients de traiter plus rapidement et sans papier ce qu'on appelle les documents de gestion. Donc ce sont essentiellement des factures, des bons de commande, des devis. On est un éditeur qui est dans le cloud depuis une dizaine d'années maintenant. Donc en fait tous nos clients, si on prend l'exemple d'une facture, vont demander soit à leurs fournisseurs, soit à leurs clients, soit eux-mêmes vont numériser leurs factures, les envoyer sur nos serveurs. Ils vont ensuite se loguer sur notre portail qui s'appelle Esker On Demand. Ils vont retrouver leur facture qui va être processée par un OCR. Donc là, on a du machine learning. Donc justement, on va travailler sur de la donnée qui va reconnaître tous les champs importants de la facture et qui va ensuite les injecter directement dans le ERP de gestion de notre client. Alors, les ERP de gestion, je ne sais pas si vous connaissez, mais ça peut être SAP, Cegid, Oracle, JD Edwards, tous ces types de ERP. Donc, ce qu'on a permis à nos clients, déjà, c'est de ne plus avoir à traiter de papier et ensuite de ne plus avoir toute la partie saisie à faire. Donc, on va leur faire gagner du temps et on va aussi surtout leur faire gagner en rigueur, parce que si l'homme n'intervient pas, a priori, il y a moins d'erreurs. Voilà, donc on fait ça pour les documents entrants et on fait la même chose pour les documents sortants. C'est-à-dire que notre logiciel s'interfaçant avec les ERP, on est capable, nous, de rematérialiser des factures, des bons de commande et nos clients, via notre plateforme, va les envoyer à ses clients ou à ses fournisseurs sous mail, sous format mail, sous fax ou alors par courrier, parce que malheureusement, certains clients de nos clients ou fournisseurs de nos clients n'ont pas notre solution. Donc derrière, on a des usines courrier dans le monde entier qui impriment, qui mettent sous pli, qui timbrent et qui envoient pour nos clients leurs documents de gestion. Donc voilà, donc nous, on est 220 à Lyon, on est 400 dans le monde, parce qu'on a 10 filiales aux États-Unis, en Europe, à Singapour, en Malaisie, en Australie. Toute la R&D se fait chez nous. Donc on a 90 développeurs là, à Charpennes, on est à Charpennes, qui travaillent sur nos produits. Et on est une entreprise agile depuis 5 ans. Donc en fait, on a 10 équipes Scrum, parce qu'on travaille en Scrum. Donc, je ne sais pas si vous connaissez l'agilité, mais ce sont des équipes de 7-8 personnes maximum, avec un Scrum Master qui a pour rôle, lui, de faire en sorte que l'équipe fonctionne bien, un Product Owner qui va représenter le client, et ensuite les développeurs. Donc, nos développeurs, ils font tout. Ils font le développement, la conception, ils font le test. Si vous voulez, on travaille sur des itérations de 15 jours. Donc, je vais vous donner un exemple. Le Product Owner qui représente le client va aller dire à l'équipe, voilà, moi, en tant que client, j'aimerais que le logiciel me permette de faire ça. Voilà, donc il va donner une story fonctionnelle. Et derrière, c'est l'équipe elle-même qui va décider de la façon dont, techniquement, il faut qu'il développe cette fonctionnalité. Donc l'agilité donne une grande liberté d'action, notamment technique, aux équipes. Personne ne va leur dire, bah, tiens, il faut que tu fasses comme ça. Il n'y a pas un architecte qui va débarquer en disant, le client m'a dit qu'il fallait faire ça, moi j'estime que techniquement il faut le faire comme ça, et derrière, il n'y a pas une personne qui va développer ce qu'on lui a dit de faire. Là, l'équipe elle-même va décider de ce qu'elle fait. Donc voilà. Donc si vous voulez, nous on travaille du coup, notre rôle c'est vraiment d'apporter tous les 15 jours à nos clients une nouvelle fonctionnalité ou alors un gain de performance sur l'utilisation de notre outil. Quand on parle de Big Data chez Esker, c'est pas notre cœur de métier, ça c'est sûr. On fait du machine learning parce que justement notre OCR fait en sorte qu'il faut qu'on reconnaisse de plus en plus les données. On a un algo propre. Voilà, qu'on a développé il y a un moment, mais qu'on continue à faire évoluer parce qu'on va traiter différents types de documents. Et on a une autre problématique qui est sympa parce que c'est une problématique de riches. On a de plus en plus de clients et du coup, il faut qu'on soit capable de traiter tous leurs documents. Et on archive pour eux leurs documents aussi. Donc en fait, il faut que nos clients ils soient capables de retrouver rapidement leurs documents lorsqu'ils en ont besoin. Et donc ça, c'est quelque chose qui rentre un petit peu dans l'analyse de données, c'est-à-dire voilà, comment est-ce qu'on les archive, comment est-ce qu'on identifie ces documents pour que le client ait accès assez rapidement. L'autre chose aussi qui peut rentrer dans la partie plutôt big data, c'est que notre outil va permettre aussi de générer des rapports pour nos clients. Donc là, il faut qu'on soit capable d'analyser tous les documents
toutes les données que nous envoient les clients et que derrière on arrive à leur faire des rapports. Je vous dis n'importe quoi. On a un client, on bosse pour Sonia Rykiel par exemple, qui veut savoir combien est-ce qu'elle a reçu de factures de tel fournisseur. Et bien ça, il faut qu'on soit capable, je vous dis n'importe quoi, en 20 secondes de lui générer un rapport, quoi, globalement. Donc derrière, on a quand même une équipe qu'on appelle Common Services, qui va, elle, plutôt travailler sur tout ce qui est analyse de données, base de données et capacité, justement, de notre base de données à sortir ces rapports rapidement. Voilà. Donc, c'est vrai que ce qui est important pour nous, c'est de connaître nos clients, c'est de connaître leurs usages pour que derrière, on puisse leur apporter des nouvelles fonctionnalités. Voilà en quoi le big data chez Esker est quand même assez important et en quoi la prédictivité, comme vous disiez, est aussi importante chez nous. Plus mieux on connaît nos clients, plus on sera à même de leur apporter des nouvelles fonctionnalités qui les serviront. Voilà. Merci. Merci. Bonjour à tous, donc moi c'est Alice Vérolet, je suis chargée des ressources humaines de Kerus en région. Donc Kerus, c'est une société spécialisée en données, en data intelligence, pour ceux qui connaîtraient. Data intelligence, gestion des données, informatique de gestion, mais aussi, surtout, le but est pour nous d'accompagner nos clients. Donc on est un intégrateur de différentes solutions. On a mis en place des partenariats avec un certain nombre d'éditeurs du marché. Et le but étant de proposer la meilleure solution à nos clients en fonction de leurs problématiques par rapport à leurs données, à la manière dont ils vont les traiter. Notre activité, elle est en 3 grands pôles. Il y a une activité de management organisationnel, parce qu'on s'est rendu compte que traiter de la donnée, c'était bien, mais qu'en amont, on aurait parfois, nos clients nous sollicitèrent, nous expliquant qu'en fait, on avait tellement bouleversé leur mode de fonctionnement qu'ils devaient aussi changer leur organisation. Donc pour le coup, on a mis en place une structure organisation management. Et qui dit données, dit informatique. Kerus a 20 ans. En 1996, je ne sais pas si vous vous rappelez à quoi ressemblait l'informatique, mais pour le coup, ils n'étaient pas nés, non, quand même pas. Non, ne me répondez pas. Et pour le coup, depuis 1996, l'informatique a énormément évolué. On parle beaucoup de digitalisation aujourd'hui. Et donc, qui parle de digitalisation parle aussi de l'évolution de l'environnement digital. Et donc, on a en place aujourd'hui la Digital Experience, qui est notre agence digitale en interne, qui a pour vocation d'accompagner nos clients sur toutes leurs problématiques de digitalisation de services, mais aussi pour parler de l'expérience utilisateur, du commerce en ligne et tout simplement du conseil digital dans toutes les entreprises, parce que le digital aujourd'hui est partout et donc a un lien avec la mobilité et souvent finalement avec la donnée. Et tiens, la boucle est bouclée, on accompagne les entreprises de l'organisation à la réalisation opérationnelle de leur nouveau fonctionnement en partant et finalement au cœur du système il y a la donnée. Dans notre organisation, qu'est-ce qu'on a ? On a la partie business intelligence, tout ce qui est autour de la data, va être divisé en 4 grandes activités. La classique BI avec des outils stars un peu phares que nos clients utilisent beaucoup, comme ClickView, ClickSense ou Talend par exemple, et donc qui a pour but d'accompagner nos clients sur ces problématiques de data intelligence. On a la partie Smart BI. La partie Smart a finalement pour vocation de parler un petit peu plus de data visualisation, de comment finalement rendre la restitution, les retours par rapport à ces données le plus agréable, le plus fun, le plus attrayant possible. Et là, vous entendrez parler de logiciels comme Tableau ou Tableau. C'est le seul qui me vient à l'esprit, mais il y en a d'autres. On a aussi toute la partie management de données. Là, quand on va parler de management de la donnée, vous en entendez un petit peu aussi parler pendant vos études, c'est tout ce qui va concerner la qualité, le traitement, la collecte de ces données. Il faut que ça soit le plus pur possible. On parle de big data aujourd'hui, donc on parle d'une volumétrie importante. Les erreurs qui s'y cachent à la marge sont peut-être gérées par des algorithmes précis et pertinents, mais dans le fond, plus la qualité est bonne pour les données, meilleur sera le résultat. Donc c'est un vrai sujet aujourd'hui et les entreprises commencent à prendre le pli de plus en plus de l'importance de la qualification et du traitement de ces données. Et le dernier pôle donc, qui nous intéresse aujourd'hui, qui est chez nous le pôle Big Data Analytics. Bon, pour être honnête, chez Kerus, Big Data Analytics, il y a 2 ans, c'était 2 personnes. Aujourd'hui, on est 17.
Donc c'est bien que le marché a répondu aussi positivement aux préoccupations qui sont les vôtres et qui fait que vous êtes là aujourd'hui. Concrètement, les entreprises s'intéressent à la partie Big Data Analytics. Et j'ai échangé avec Gaëtan tout à l'heure. C'est un peu un abus de langage. Les clients aujourd'hui s'intéressent beaucoup à l'analytics, c'est-à-dire qu'ils s'occupent beaucoup de ce qui se passe dans le rétro. Qu'est-ce qu'on a eu, qu'est-ce qu'on a pu mettre en place, quelles sont nos données existantes aujourd'hui et qu'est-ce que j'en tire comme informations qui ont du sens, qui sont pertinentes, qui me permettent d'obtenir des statistiques qui finalement, avec un peu de chance, seront prédictives. Mais cette transformation, elle est en cours et aujourd'hui, donc nos consultants, cette équipe d'environ 15 personnes, 17 personnes, sont chez des clients pour des missions autour de cet environnement Big Data Analytics qui est un peu flou, un peu vague pour tout le monde, mais qui finalement s'avère être plus de l'analytics, donc être dans l'analyse, parce que je suis bilingue, comme vous l'avez remarqué. Et dans le fond, ce qui compte vraiment, c'est comment on va accompagner nos clients dans l'approche de la Big Data. Donc aujourd'hui, moi, je ne vais pas vous parler de la Big Data en disant c'est bon, je suis la spécialiste, parce que celui qui vous dit ça, moi, je dis attention. Enfin, en tout cas, moi, j'aimerais bien le rencontrer parce que je ne le connais pas encore. Et c'est en cours, ça arrive. Et je pense qu'aujourd'hui, vous allez être en phase de devenir les pionniers du Big Data de demain, qui va littéralement arriver, mais qui pour l'instant n'est pas encore en route. Donc voilà en quelques mots l'introduction. Merci beaucoup. Merci. Bonjour à tous, donc moi je suis Yanis Mazer, je suis donc un responsable technique au sein de la R&D de Worldline. Donc Worldline en quelques mots c'est le leader européen des paiements et des transactions de manière un peu plus large. Donc en gros toutes les transactions qui peuvent transiter sur le web et que l'on va traiter de manière analytique ou autre. Et donc Worldline, en l'occurrence, est une filiale du groupe Atos, que vous connaissez peut-être très certainement, qui compte 110 000 collaborateurs et qui fait donc partie de l'alliance avec Siemens pour justement l'amélioration des centres européens d'un point de vue du numérique et du digital. Au sein de mon département, on est en fait en charge pour cette alliance de la cohérence technologique des investissements sur tous les aspects Big Data et Processing, donc y compris tout ce qui est analytique, nouvelles méthodes d'analyse de données, pour en fait assurer une cohérence au sein de l'ensemble du groupe sur tous les investissements qui sont réalisés pour les travaux qui sont réalisés in fine pour nos clients. Donc concrètement, on voit depuis maintenant, on va dire 2 ans. Bon, ok, je ne vais pas partir, je vais rester avec vous, promis. Donc en fait, on se rend compte que depuis 2 ans, nos clients nous demandent de plus en plus, donc comme le disait tout à l'heure notre collègue, concrètement, les clients ne sont pas intéressés par la technologie. Le big data en lui-même, toute la techno, etc., ça ne les intéresse pas. Ce qu'ils veulent, c'est ce qu'il y a derrière, c'est toute la partie analytique qu'on est capable de faire et qu'on va décrire sous un certain nombre de formes. Donc vous connaissez très certainement tout ce qui est descriptif, tout ce qui est monitoring. On commence à parler de prescriptif, non, pardon, de prédictif d'abord, et ensuite il y a le prescriptif et le cognitif. Donc le cognitif, aujourd'hui, des acteurs sur ce marché-là, alors je dois avouer qu'à ma connaissance, il y en a 2 principaux qui vont être en fait IBM et pour le coup l'alliance Atos-Siemens. C'est vraiment le tout début pour le cognitif. Le prédictif, en fait, on le voit depuis des années. Concrètement, c'est caché, naturellement. Mais finalement, c'est quelque chose qu'on voit, par exemple, dans une simple régression linéaire. On va se rendre compte que finalement, c'est une sorte de prédiction. Sauf que maintenant, on est allé un peu plus loin. On a des algorithmes un peu plus poussés quand même que la régression linéaire, encore heureux. Et on va aller plutôt sur des technos qui sont, in fine, les technos que l'on voit utilisés par des Google, par des Yahoo, par des Microsoft, pour effectuer les prévisions de demain pour nos clients. Du coup, en termes de volumétrie, clairement, au sein du groupe Atos, ne serait-ce que dans le traitement des données de nos clients, on parle ici de plusieurs centaines de pétaoctets de données, voire de milliers de pétaoctets de données, donc qui sont traités de façon assez unitaire.
et qui sont traités via des plateformes, pour celles qui ont besoin réellement de big data, qui sont traitées en fait sur des plateformes centralisées, où en fait on va utiliser ces plateformes-là pour bénéficier de toute la puissance possible à l'instant donné. Donc c'est vraiment sur de la mutualisation, et au plus large on fait cette mutualisation, et au plus large en fait on va bénéficier de la puissance de calcul. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous trois pour du coup cette brève description de vos activités, de ce que vous saisissez des enjeux autour de la donnée. J'ai pu noter déjà que on était en phase sur le temps l'avancement où on en était aujourd'hui, que ce soit en France, que ce soit dans d'autres pays, avec les avancées que peuvent faire les grandes sociétés, les géants du web comme on les appelle généralement. Aujourd'hui, on est du coup en phase sur cette avancée. On est en phase sur le fait que, et ça c'est un discours qu'on porte, je pense, qu'on porte tous, mais on n'est pas sur une question de technologie, on est sur une question humaine, on est sur une question finalement de compétences, de personnes qui vont être capables de lancer des analyses, et on peut le voir chez nos clients respectifs ou dans nos activités respectives. Déjà, si on arrive à faire une analyse déductive, une analyse descriptive correctement, une analyse qui déjà porte sur des faits qui sont avérés, qui sont statistiquement vérifiés, qui sont informatiquement capables d'être traités, parce qu'il y a toujours j'aime bien parler de ces deux jambes de l'analyse de demain, la jambe statistique, mathématique, et la jambe informatique, créer des clusters, créer des machines qui vont être capables de répondre à ces problématiques. Aujourd'hui, du coup, on va parler un peu de vous, un peu de finalement, qu'est-ce que, et c'est la question que j'ai envie de vous poser, quelles sont les compétences que vous recherchez, quelles sont, même si on y répond un peu dans la description, mais qu'est-ce que ces jeunes personnes belles et fraîches peuvent apporter dans vos sociétés, qu'est-ce qu'elles ont comme force, quelles sont les compétences, quelles sont vos attentes pour les techniciens, les managers, les responsables business que vous recherchez dans vos sociétés respectives. Ouais, voilà. On va faire un petit... Ça marche. Donc, concernant les compétences recherchées, donc, ce qu'il faut bien savoir, c'est que le big data, c'était quand même un sacré buzzword. Derrière le big data, donc on le disait préalablement, on cache aussi l'analytique. Donc toute la partie finalement mathématique statistique que l'on cache souvent derrière le terme big data, et qui pour autant est la vraie valeur ajoutée de la big data. Et donc derrière ce terme se cachent finalement différents profils de personnes qui vont être complémentaires et qui vont avoir des compétences vraiment complémentaires pour résoudre un problème finalement client final. Donc finalement tout part de la donnée, et un des premiers aspects qu'on va avoir, ça va être la data préparation. Donc ça va être vraiment rentrer dans la donnée, la préparer, la modifier, la segmenter et trouver vraiment les éléments de la data qui vont être pertinents pour derrière les modèles analytiques. Et finalement, c'est une des phases les plus importantes de la data analytics et de la data science, et qui ne doit surtout pas être oubliée et abandonnée, étant donné son impact derrière sur le résultat. Concrètement, sur ce genre de profil, on va attendre des gens qui ont cette capacité, donc technique, manipuler des outils tels que des bases de données, tels que des petits scripts Python qui vont permettre de filtrer la donnée, comprendre comment elle est structurée et où se trouve vraiment la valeur de la donnée. Et sur ce premier profil, c'est vraiment un profil assez atypique, puisqu'on va avoir pas mal de mathématiques et pas mal d'informatique. Et l'autre élément, ce que j'aime bien, c'est projeter les compétences sur un triangle. C'est-à-dire que vous avez effectivement la partie technique, vous allez être développeur, vous avez la partie mathématique, où là vous allez être vraiment mathématicien, en mathématiques statistiques, puis après il y a la partie la partie business. Et ça, c'est le troisième axe du triangle, et finalement ce troisième axe est très important, parce qu'il ne faut pas oublier que quand vous récupérez vos données, vous allez vouloir faire des prédictions pour améliorer le business de votre client. Et donc finalement cette troisième compétence, ça va être une affinité avec la capacité à comprendre quel est le métier de votre client pour trouver les bonnes recommandations que vous pouvez faire à votre client. Et finalement
le data analyst qui va faire la data préparation au tout début va être celui qui est le plus confronté finalement à la compréhension de qu'est-ce que le client a et qu'est-ce que je veux lui apporter concrètement. Et donc après arrive tout un écosystème de personnes qui vont compléter donc toute cette préparation de données. Donc on va avoir des data scientists qui eux vont vraiment être dans le côté scientifique, dans le côté mathématique et qui vont venir décider en fonction des données concrètement quels sont les algorithmes qu'on va appliquer pour obtenir justement toutes ces prédictions qu'on voit pour notre client. On va avoir des ingénieurs qui vont concrètement prendre ces algorithmes avec les modèles analytiques qui auront été appris et qui vont les industrialiser. Alors, par industrialiser, j'entends, en gros, j'ai des nouvelles données, mais je n'ai plus besoin de passer par l'étape, j'ai mon data et puis j'ai mon data scientist qui vont refaire toujours la même chose. C'est simplement, on crée un flux, un processing qui va nous permettre concrètement de faire ça de manière automatisée. Et les data scientists, on va leur demander justement d'améliorer l'ensemble au fur et à mesure qu'il y a de nouvelles données, de nouvelles sources de données également. Et donc, in fine, là j'ai fait une petite synthèse quand même des profils qui se cachent derrière, des grands profils, il y en a d'autres. Concrètement, c'est vraiment sur cet axe des trois compétences où nous, et je pense que vous également, vous allez rechercher des compétences. Sachant que, personnellement, côté Atos, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir différents profils. On va avoir des profils plus R&D et on va avoir des profils plus business. Par business, j'entends qui seront sur un sujet réellement pour un client, alors que côté R&D, on va plus être sur l'analyse des nouvelles solutions algorithmiques que l'on peut mettre en œuvre dans nos produits et pour nos clients. Et donc les profils ne sont pas tout à fait les mêmes. C'est-à-dire qu'on va avoir des profils plus chercheurs, plus mathématiques dures, qui vont vraiment travailler pour construire de nouveaux algorithmes toujours plus performants par rapport à nos besoins. Alors que d'un point de vue business unit, on va plus rechercher des gens qui aiment être confrontés à un problème business direct et qui vont utiliser des méthodes existantes pour justement répondre à la problématique du client. Donc ces deux profils-là, je pense que c'est deux profils que l'on rencontre très souvent de manière séparée dans des grandes structures. Dans des plus petites structures, ça va être quelque chose qui va être souvent sous un seul profil, avec plus ou moins d'affinité. Et quoi qu'il arrive, ce qui va vraiment différencier, à mon sens, les candidats sur l'ensemble de ces postes-là, c'est leur capacité finalement à faire une veille mathématique et technologique sur l'ensemble de ces critères-là. Et c'est plus leur motivation que leur compétence qui va réellement faire la distinction. Et concrètement, c'est vraiment le critère majoritaire qui va me permettre d'identifier si quelqu'un a un fort potentiel, étant donné qu'on est quand même sur des technologies qui sont très très mouvantes. Tous les 3 mois, minimum, il y a une nouvelle technologie que l'on peut mettre en production, qui sort, alors que avant on pouvait considérer qu'on pouvait traîner une dizaine d'années, alors ça c'était plutôt il y a 20 ans, avec la même technologie, mais simplement le cycle n'est plus le même, et donc il faut avoir cette capacité d'apprentissage, d'autonomie en apprentissage, et cette motivation à le faire. Voilà. Merci. Alors moi je vais compléter, mais effectivement ça va être pas redondant, mais on a forcément un contexte différent en tant que société de service. Donc notre vocation chez Kerus, c'est d'accompagner nos clients. Donc nos clients vont avoir des problématiques spécifiques. Donc effectivement, le contexte métier est essentiel. On va travailler dans le milieu bancaire, dans le milieu des transports, dans le milieu de l'énergie. On va avoir des problématiques spécifiques. Effectivement, je trouve aussi personnellement que la motivation fait de manière générale la différence entre différents candidats, parce que c'est ce qui va vous permettre surtout d'être moins dans l'effort et plus dans le plaisir, et c'est quelque chose de très important, c'est surtout pour votre génération. Et donc, dans le fond, les éléments techniques vont être les mêmes. Notre contexte actuel, notre client va venir nous voir parce qu'on est des spécialistes de la donnée. Donc nous, on fait de la business intelligence, ils vont entendre parler de notre activité Big Data Analytics, et soit ils ont déjà quelque chose en tête, soit ils veulent juste
avoir un POC, avoir un test, voir un peu comment ça fonctionne pour eux à l'échelle de leur environnement, de leurs données. Et finalement, ils vont nous demander d'être à peu près tous ces métiers à la fois, mais sans être chers et en faisant ça très rapidement, bien sûr, parce qu'ils n'ont pas beaucoup de temps à nous consacrer. Donc on a forcément beaucoup de rapports aujourd'hui qui sont finalement très orientés business. Et c'est en ça que je partage tout à fait la vision du triangle de la compétence, du savoir-être, de la projection et du business, parce qu'au final, on est sur quelque chose de... Aujourd'hui, vous n'allez pas juste faire votre métier, vous allez faire votre métier rattaché à quelque chose. C'est forcément dans un contexte qui va être particulier. Je pense qu'on ne travaille pas pareil chez Sonia Rykiel que chez Bouygues. Et donc forcément... vous allez avoir des contextes aussi clients qui vont aussi plus ou moins vous plaire, qui vont aussi plus ou moins vous inspirer, et avec des problématiques extrêmement spécifiques. Et sans ça, sans comprendre un petit peu ce contexte, finalement, apporter votre valeur ajoutée que vous allez apprendre sur le terrain, et ce que je disais tout à l'heure, dont vous allez être vous-même les pionniers, parce que finalement, avec les nouvelles technologies arrivant, vous allez aussi, peut-être, vous allez vous-même créer quelque chose d'inédit, de nouveau, enfin, on ne sait pas ce qui vous attend, parce que vous êtes vraiment... voilà, c'est le Far West technologique qui vous attend à votre niveau, avec aussi aujourd'hui une réalité opérationnelle. Et moi, c'est vraiment le message que je veux faire passer aujourd'hui. C'est qu'entre ce qui nous attend, entre ce que le client souhaite ou imagine ou a juste perçu en lisant voilà, un peu de presse spécialisée ou en entendant parler son petit copain de l'entreprise d'à côté qui fait du big data, qui aimerait faire pareil, il y a quand même un décalage. Donc faites attention aussi, soyez prudents, soyez vigilants, mais soyez surtout curieux de cet environnement-là, parce que finalement, vous choisissez quelque chose de tellement novateur que finalement, on vient vous parler de quelque chose que vous allez créer. Donc je trouve que c'est intéressant comme table ronde, finalement. Oui, enfin moi je vous rejoins là-dessus. Nous on a un exemple, on a pris là un alternant justement pour travailler sur le big data chez nous. On n'a pas cherché de compétences parce qu'on s'est dit de toute façon on n'en trouvera pas, et d'autant plus que c'est un étudiant. Donc voilà, on est allé chercher un étudiant qui s'intéresse à ça, qui a une certaine curiosité, qui est capable de travailler autant dans la recherche, il avait fait justement beaucoup de veille technologique, donc c'était ça qui nous intéressait. Et nous, comme on travaille en agile, on travaille en scrum, on le fait travailler justement sur des petits tests. Donc il passe son temps à tester. Ça fonctionne pas, et ben il repart, et ainsi de suite. Donc en fait, voilà, si ça se trouve, il va nous créer quelque chose de magique, ou alors il va partir de quelque chose qui existe déjà. Mais là, on lui a laissé, on cherchait quelqu'un qui était curieux et qui allait avoir vraiment, quand je dis toute liberté d'action, c'était toute liberté d'action, et tout en étant encadré, bien sûr. Donc il y a une partie business, hein, parce qu'on a notre product owner qui représente le client, qui lui l'encadre. Voilà. Après, il peut s'appuyer sur nos développeurs. Alors chez nous, on a beaucoup de docteurs en mathématiques, donc finalement, ça aide aussi. Notre algorithme de machine learning, c'est nous qui l'avons développé, donc voilà, et les personnes qui l'ont développé sont encore chez nous. Donc on essaie de le faire évoluer, et puis là, on s'est dit, on part de zéro, de toute façon, tentons. Voilà, chez Esker, c'est un peu notre philosophie aussi, c'est innovons, essayons, ça fonctionne pas, on essaiera autre chose. Donc voilà, notre apprenti, là, il fonctionne comme ça. Et pour l'instant, justement, il trouve que c'est très intéressant parce qu'il a toute liberté d'action et qu'il essaye ce qu'il veut avec vraiment un champ d'action hyper large. Parce que nous, contrairement à vous, on ne va pas développer des solutions spécifiques pour chacun de nos clients. On vend un logiciel. L'objectif, c'est qu'il soit implémentable de façon assez packagée, on va dire, chez nos clients. Et donc, c'est de pouvoir donner, faire des rapports, donner des traitements de données les plus, on va dire... ce qui se ressemble le plus chez chacun de nos clients. On peut pas faire de la personnalisation, quoi. Enfin, on en fait un peu parce qu'on a des intégrateurs qui le font, et forcément nos clients vont nous demander d'avoir certains types de rapports, mais on peut pas non plus faire ça pour chacun de nos clients. Donc l'objectif, c'est d'avoir quelque chose d'assez générique, mais qui va évoluer dans le temps. C'est-à-dire que notre apprenti, s'il veut rester chez nous après, il restera. Mais nous, en étant en agile, on n'a pas des spécialistes du big data. C'est-à-dire que c'est dans les équipes, chacun va le faire. Et le but, c'est que la connaissance se diffuse aussi au sein des équipes et qu'il n'y ait pas un expert. Voilà, globalement.
Merci pour vos réponses et j'appuierai le fait que je vais pas innover dans la chose, mais je vais dire que je suis d'accord avec eux. Ça évitera les clashs en public, mais je témoigne aussi parce que ça fait 1 an et demi aujourd'hui que je suis dans le monde entre guillemets professionnel, on va dire post stage de fin d'études, mais c'est ce que je vis et ce que à travers un petit témoignage que je peux vous faire, cette culture de l'innovation, ce monde en mouvement, enfin le monde est globalement en mouvement, mais d'autant plus dans un domaine comme le big data où tout est à construire finalement, et c'est ça que je retiendrai, c'est cette curiosité que vous attendez des différents candidats, cette capacité à être un peu polyvalent sur plusieurs sujets, et moi c'est tout bête, mais là en 1 an et demi j'ai testé 2 distributions de stockage distribuées, j'ai essayé 3-4 solutions de data visualisation, j'ai essayé 2 langages de programmation pour faire de la data science. On se voit qu'en 1 an et demi, finalement, une carrière ça fait 1 an et demi que je travaille, quoi, donc c'est ridicule face à vos longues carrières, mais je voulais pas être désobligeant, mais du coup, on se rend compte que en 1 an et demi, j'ai quand même fait des choses. Enfin, j'ai dû m'adapter à plein de contextes, j'ai dû répondre à plein de problématiques différentes, et c'est quelque chose qui c'est pas facile tous les jours. On est fatigué, mais on a finalement un besoin, une satisfaction de se dire que on est acteur, et d'autant plus vous. J'espère quand même avec vous, parce qu'on n'a pas non plus des millions d'années d'écart, mais on va devoir répondre à des problématiques qui bougent, des problématiques qui sont en perpétuelle évolution, mais ça, je pense que vous l'avez saisi. Je voulais juste faire un complément sur finalement l'autonomie, c'est-à-dire que finalement derrière la curiosité, derrière ces champs d'action vastes et la variété des technologies, d'ailleurs on pourrait s'y perdre en fait, et c'est là où c'est intéressant de faire aussi attention à là où vous allez mettre les pieds, parce qu'aujourd'hui on est tous les 4 dans des environnements très différents, mais à la tête de ces différents environnements sont avant tout des personnes qui sont expérimentées, qui connaissent concrètement de quoi elles parlent, et ce qu'on va attendre de vous dans cette curiosité qu'on évoque tous, c'est finalement cette capacité à analyser l'information déjà à votre niveau et à faire le tri entre le bon grain et l'ivraie, et puis surtout à vous-même vous sentir assez libre d'aller là où vous voulez aller, là où vous pressentez qu'il va y avoir des pistes intéressantes, et à agir. Parce que c'est pas uniquement être curieux et puis attendre que son chef, voilà, qu'on vous mette les choses sous le nez, parce que de toute façon la variété sera telle, c'est pas la variété, c'est sera telle que de toute façon, vous pourriez passer peut-être d'ailleurs toute votre carrière sur peut-être un seul de ces outils sans forcément en faire le tour, et c'est pas forcément ça qu'on va attendre de vous demain. C'est aussi d'avoir cette volonté, cette proactivité, qui est un terme de vrai professionnel qu'on n'utilise pas du tout tant qu'on n'est pas dans le monde du travail, mais la proactivité, c'est ça, c'est en fait la mise en œuvre de la curiosité dans l'intérêt du travail. Donc allez-y, lancez-vous. Dans la mesure du contexte de votre emploi. Et belle transition sur la proactivité, parce que j'ai pu le voir au cours de différentes missions. Il y a le cas tout beau, et je pense que vous avez été confronté, que ce soit dans la notion de service, de service au client, ou même dans une activité propre, ça c'est le cas parfait, hein. C'est le monsieur ou la madame qui arrive avec son jeu de données, qui a déjà une problématique, qui a déjà une volonté, qui sait vers quoi il veut se tourner. Il a ses données, il sait ce qu'il veut en tirer. Mais ça, c'est pas le cas. Il y a aussi la personne qui arrive et qui dit ah là j'ai plein de données, ça fait 10 ans qu'on stocke, pourquoi vous stockez? Voilà, c'est la question qu'on pose, et là ils font ah bah parce que ça coûte pas cher de stocker aujourd'hui, c'est facile de stocker, on peut stocker plein de choses, et c'est sympa, mais on aimerait bien en tirer la valeur, une valeur, et ça c'est les enjeux des travaux des data scientists, des travaux de ces différents pôles analytiques qu'on peut créer. Et pour ça, il faut de la proactivité, c'est-à-dire qu'il faut poser les questions, il faut comprendre les données, il faut analyser ces données de façon descriptive pour ensuite passer à du prédictif s'il y en a. On peut s'arrêter à une phase de descriptif et que ce soit très bien, et déjà que ce soit une valeur qui soit parfaite. Mais, et là ça me fait encore un écho avec une petite stat, c'est pas pour démonter le travail que je fais, mais
mais c'est que dans 60% des cas, et encore là je suis gentil, dans 60% des cas c'est de la fouille de données, c'est du traitement, du nettoyage de données. Les beaux défis Kaggle, les belles modélisations qu'on voit prédictives, ça c'est 5%, 10% de votre cas, et puis vous fêtez ça pendant une semaine parce que vous êtes content de l'avoir fait, mais finalement une semaine plus tard on vous dit ah mais il y a un nouveau sujet, il faut passer à une nouvelle fouille de données. Ah dommage. Et du coup voilà pour le petit retour d'expérience. Et ça me fait me poser sur une dernière petite question, à moins que vous en ayez, ou on passera à la fin. Levez la main, jetez quelque chose si jamais vous en avez. Mais quels sont, on a parlé des compétences, des critères, mais finalement au niveau du savoir-être, au niveau du process de recrutement, comment ça se passe? Juste un petit retour en interne. Comment ça se passe le recrutement chez vous au niveau des process? Alors, le savoir-être, on en a parlé. Hein. Nous, chez Esker, on est agile. Ce qui est hyper important, c'est la curiosité, l'envie de travailler en équipe. Parce que dans l'agilité, il y a des rituels, et notamment il y a un rituel qui s'appelle la rétrospective, qui est en fait une réunion qui se passe à la fin des 15 jours de développement, donc à la fin du sprint, où l'équipe se réunit, et là l'objectif c'est d'analyser ce qui a bien fonctionné, alors soit en termes organisationnels, soit en termes interpersonnels. Donc on se dit les choses. Voilà, globalement, il faut aller être capable de dire à son collègue, t'as rien foutu pendant ces 15 jours, franchement, non, c'est pas comme ça, il faut que tu t'impliques dans l'équipe. Donc il y a de la transparence, de la confiance, de la bienveillance, donc ça c'est très important, l'envie de travailler en équipe, l'envie d'innover, être force de proposition, donner son avis, c'est hyper important. J'ai envie de dire, quelqu'un qui donne pas son avis, chez nous, ça va pas fonctionner. Il faut vraiment être capable de dire, oui, étant donné que c'est l'équipe qui décide techniquement de la façon dont elle va développer la feature pour le client, il faut que chacun soit capable de dire, moi je le ferais bien comme ça, ou un autre qui va dire, non, moi je le ferais bien comme ça aussi. Donc ça, ce sont vraiment des savoir-être qui sont très importants pour nous. Et après, en termes de compétences techniques, nous, on va les évaluer. Notre process de recrutement, il est un peu compliqué, il est un peu long. On commence d'abord par un test à distance à faire chez vous. Donc ça, c'est un test en développement. Voilà, qu'on vous envoie sur une plateforme qui ressemble un peu à Coding Game, si vous connaissez. C'est un test qui dure 1h30, qui est chronométré et qui va derrière être analysé par nos développeurs. Si vous réussissez ce test, vous venez chez nous. Là, moi, je vous reçois avec l'équipe. Donc on fait un entretien RH plus équipe. On vous fait visiter nos bureaux, comme ça vous pouvez rencontrer le reste de l'équipe. Vous allez voir l'environnement de travail. On vous refait faire un petit test plutôt d'algorithmie chez nous, mais alors ça, c'est un test technique qui va durer 3 quarts d'heure. Vous n'avez pas le temps de le terminer, mais c'est normal. Et au bout de ces 3 quarts d'heure, il y a 2 personnes qui vont venir vous rejoindre, 2 développeurs, et vous allez discuter de ce que vous avez fait. Donc là, c'est plutôt pour tester justement, est-ce que vous acceptez le feedback? Parce que ça aussi, c'est un savoir-être qui est important pour nous. Est-ce que vous savez faire du pair programming? Parce que si ça se trouve, vous allez continuer à coder ensemble. Donc voilà. Et puis, après, on fait faire un petit test de personnalité, mais ça, c'est pour que je passe, moi, RH, un peu plus de temps avec vous. Et on sait que vous, en général, vous n'aimez pas parler de vous, mais bon, voilà, en l'occurrence, cette petite demi-heure sert à ce qu'on parle un peu plus de vous, vos projections dans l'entreprise. Et voilà, donc notre process de recrutement, il dure une demi-journée, mais on a pu avoir une idée de vos compétences techniques. On estime que les compétences techniques, de toute façon, vous allez être capable de les acquérir, et nous, on va vous aider aussi à les avoir. Donc voilà, donc on va plus tester votre savoir-être, voir si vous vous projetez dans l'entreprise, et nous en retour, on va vous présenter votre future équipe, on va vous présenter notre environnement de travail, et vous allez aussi pouvoir vous dire tiens, ouais, je travaillerais bien chez Esker, ou non, ça fit pas, leur méthodologie de travail elle me plaît pas, voilà. Ça peut arriver. Je vais parler de notre process de recrutement aussi rapidement. Nous, on a envie d'apprendre à vous connaître. Alors, c'est moins poussé techniquement parce que vu la variété des éditeurs partenaires avec lesquels on travaille, si on devait vous tester sur tous, en fait, on n'aurait pas fini d'en recruter un à l'heure qu'il est. Et donc, dans les faits, on s'intéresse beaucoup à votre parcours. Qu'est-ce que vous avez fait ? Comment, pourquoi, le détail un peu, c'est très classico-classique ce que je vous dis, mais c'est finalement parlez-nous de vos expériences, de ce qui vous ont plu, déplu, faites ce bilan, prenez de la hauteur et expliquez-nous un petit peu mieux pourquoi vous êtes là, qu'est-ce qui vous intéresse aussi chez nous, qu'est-ce que vous ambitionnez de faire et comment on peut vous accompagner à faire ça, et si en même temps ça a un lien avec notre activité, on est plutôt content. Et la personnalité
ce qui pour moi est le plus important, la motivation, ce que je vous expliquais, quand on est motivé, quand on aime ce qu'on fait, ben, on travaille mieux, on s'investit plus, c'est gagnant-gagnant pour tout le monde. Et donc il y a un entretien avec un opérationnel, un entretien avec le service recrutement, donc ça peut être moi la RH ou ma collègue chargée de recrutement, et le but étant de mieux vous connaître en termes de, on va revoir aussi rapidement votre parcours, mais on est très très loin d'être technique. Par contre, on saura évaluer aussi votre positionnement, comment vous présentez, comment vous parlez de vous-même, comment vous arrivez aussi à ben, tout simplement nous... Plus que nous vendre, enfin, en fait, moi, je crois au fait qu'on se vend toujours un peu en entretien, on est toujours dans une posture de séduction, c'est un bien grand terme, mais ce que j'aime pas dans la séduction, c'est qu'il y a du mensonge dans la séduction. Nous, ce qui nous intéresse beaucoup, c'est comme vous, c'est la transparence, c'est qui vous êtes, en fait. Qui vous êtes, et nous on va vous dire qui on est. On n'est pas dans la surenchère, parce que finalement vous allez être déçus. Et puis moi je suis RH, c'est moi qui m'occupe de la gestion des fins de période d'essai, je peux vous dire que j'aime pas ça. Voilà, je préfère qu'on soit tout de suite honnête, que ça soit clair, que vous soyez aussi honnête. Et en fait c'est ça le travail le plus difficile, je trouve. C'est qu'est-ce que vous avez envie de faire, enfin, qu'est-ce qui vous motive, pourquoi vous viendriez chez nous, chez Worldline, chez Esquerre. Il y a bien quelque chose qui vous plaît dans le principe, dans la méthodologie de travail, dans la personne. Moi, on parle souvent du fait que ça a fité, qu'on a bien senti les gens. Effectivement, voir les locaux, parler à plusieurs personnes, pas forcément que à la RH ou au manager. Il ne faut pas hésiter aussi à redemander un autre entretien avec quelqu'un d'opérationnel si vous avez une attirance, mais que vous êtes un peu resté sur votre faim. Vous êtes aussi, vous, en processus de recrutement pour nous recruter, nous, en tant qu'employeurs. Donc, je trouve que c'est important. Et en termes de savoir-être, tout ça, bah, c'est finalement le fait qu'il faut assumer qui vous êtes. Vous êtes débutant, vous êtes junior, vous n'allez pas commencer par faire les tâches les plus glorieuses ou celles en tout cas que vous imaginez. La gestion de projet, c'est pas forcément pour vous demain, parce que finalement c'est peut-être très loin de ce que vous imaginez en réalité, mais moi, s'il y a bien une valeur que j'aime bien, a fortiori pour les stagiaires et les étudiants quand ils arrivent pour leur premier emploi, c'est un peu d'humilité aussi. C'est-à-dire que vous êtes certainement brillants, vous êtes certainement des gens très sympathiques, mais voilà, ayez conscience que vous êtes au début d'un parcours qui sera certainement très long et en plus très enrichissant, vu que vous avez choisi une spécialité qui est particulièrement en développement. Donc voilà. Merci. Alors, nous, concernant le recrutement, donc on a un recrutement assez classique, on va dire, pour la grande majorité. C'est-à-dire qu'on va avoir les tests de personnalité classiques, etc. pour les développeurs. Décidément. Pas de chance. Hein. Ok. Pas de souci. Donc brièvement, oui. Donc on a le process classique pour les développeurs, et pour tout ce qui est big data et data science, on va avoir des process un peu différents. C'est-à-dire que, étant donné les typologies de profils qu'on peut attendre sur ce genre de candidats, sur ce genre de poste, en fait, ce qui va se passer, c'est que les entretiens, ça sera avec des gens relativement experts des différents domaines, des 3 domaines que j'ai cités la dernière fois. Enfin, précédemment. Et en fait, il va y avoir un expert technique, il va y avoir un expert scientifique, et il va y avoir un expert business. Alors parfois, c'est une personne qui va porter deux casquettes. Et l'idée, ça va être de comprendre où vous en êtes d'un point de vue compétences. L'idée n'est pas étant de dire vous n'avez pas suffisamment de compétences ou vous avez trop de compétences. C'est plutôt de savoir où vous en êtes, concrètement, et derrière de discuter avec vous de comment vous avez fait pour arriver à ce niveau-là. Est-ce que vous avez suivi des cours? Peut-être que vous êtes allé sur Coursera, vous avez fait des compétitions Kaggle, vous avez fait, je sais pas moi, un stage dans une start-up ou dans une autre entreprise qui vous a permis d'acquérir certaines compétences, un certain savoir-être. Et en fait, ce qui va nous intéresser, c'est d'identifier concrètement comment vous avez fait pour acquérir ces compétences-là, pour savoir comment, en fait, vous pouvez vous intégrer dans les équipes, donc dans les pôles de compétences data science et big data au sein de nos équipes, et savoir si concrètement ça va fitter sur le long terme, parce qu'en fait on a cette seule restriction qui est on veut des gens qui sont concrètement motivés et curieux d'apprendre de nouvelles choses au fur et à mesure. Et du coup finalement c'est ce qu'on va demander aussi à nos candidats, et justement de savoir les évaluer par rapport aux autres pour savoir comment il y aura une synergie finalement dans l'équipe pour l'apprentissage de nouvelles compétences et de nouvelles connaissances.
Merci beaucoup. Bon, on va devoir terminer là, et si jamais on reste disponible pour les questions après, on va laisser la place à la prochaine table ronde. De toute façon, j'avais prévu une conclusion, mais finalement, elle était un peu nulle, donc je vais vous laisser la conclusion à vous, parce que c'est un peu ce que j'ai envie de tirer de cette petite table ronde, c'est que finalement, on est dans un monde en mouvement, on est dans un monde où la culture de l'innovation, la culture de la curiosité, et finalement, la conclusion, c'est trouver un boulot, trouver un stage, essayer de créer le monde de demain, et puis voilà, c'est bien beau, et à vous de jouer, quoi. Merci beaucoup.